Sous la pluie battante, Amarashi posa la main sur son ventre arrondi tandis que la porte se refermait derrière elle. Va dormir avec les chiens. Personne ne savait qui elle était vraiment. Ni son mari cruel. Ni le village entier. Ils ignoraient qu'en humiliant cette femme enceinte, il venait de provoquer la chute d'un empire, et le réveil d'une héritière milliardaire. Avant qu'on commence vraiment, dites-moi d'où vous me regardez, pensez à aimer la vidéo et à vous abonner. Merci d'être là, et maintenant, revenons au début de cette histoire. La pluie tombait sur Odogbolu avec une régularité froide, comme si le ciel avait décidé de punir le village toute la nuit. Dans la cour, l'eau formait des flaques épaisses où se reflétaient les lampes à pétrole. Les ombres bougeaient sur les murs, et l'odeur de terre mouillée se mélangeait à celle du bois brûlé. Amarashi se tenait près du seuil, une main posée sur son ventre lourd de 7 mois. Sa robe simple collait à sa peau. Elle avait tenté de parler, d'expliquer calmement. Elle avait même souri, comme on sourit quand on veut éviter une dispute. Mais son sourire avait été reçu comme une provocation. Shindu, son mari, n'avait pas crié. Il n'en avait pas besoin. Son regard suffisait, dur et certain, comme celui d'un homme qui se sent propriétaire de tout ce qui respire sous son toit. Tu veux encore qu'on gaspille de l'argent pour tes caprices? Avait-il lâché, d'une voix basse, devant sa mère assise sur le banc. Amarashi avait pris une inspiration, lente, prudente, comme si chaque mot pouvait déclencher une tempête. Elle avait parlé de la clinique. Des douleurs qui revenaient. Des vertiges. De la sage-femme qui avait insisté. Elle n'avait pas demandé une fortune, seulement de quoi payer le transport et la consultation. La mère de Shindu, Mama Ifeoma, avait claqué la langue contre son palais, un geste chargé de mépris. Elle avait serré son châle autour de ses épaules, comme si l'air de la maison s'était soudain pollué. Les femmes d'aujourd'hui sont faibles. Elles veulent la ville, elles veulent les médecins, elles veulent qu'on les porte comme des reines. À mon époque, on accouchait et on retournait au marché le lendemain. Une des sœurs de Shindu, Ngozi, avait gloussé derrière sa main, le regard brillant d'une joie mauvaise. L'autre, Adaez, avait simplement observé Amarashi comme on observe un animal tombé dans un piège. Shindu s'était levé. Il avait fait 3 pas vers elle, lentement. Amarashi avait reculé d'un demi-pas, par réflexe, et ce mouvement avait suffi à le vexer. Il n'aimait pas qu'elle ait peur. Il préférait qu'elle obéisse. Tu veux jouer la femme malade? Très bien. Puisque tu crois que tu es trop fragile pour dormir ici, tu vas dormir là où tu dis que tu appartiens, dehors. Il avait pointé le doigt vers l'arrière-cour, là où se trouvait la petite remise en bois, le chenil. Amarashi avait cligné des yeux, certaine d'avoir mal entendu. Un silence avait rempli la pièce comme un liquide lourd. Même la pluie semblait s'être arrêtée un instant, comme si elle aussi attendait la suite. Shindu, avait-elle murmuré, sa voix tremblant malgré elle. Il avait souri. Pas un sourire d'amour. Un sourire de victoire. Va. Mama Ifeoma avait hoché la tête, satisfaite, comme si un ordre sacré venait d'être prononcé. Ngozi avait chuchoté quelque chose à Adaez, et elles avaient ri doucement. Amarashi avait senti sa gorge se serrer, mais elle n'avait pas pleuré. Pas encore. Elle avait marché vers l'arrière, en tenant son ventre, sous la pluie. Chaque pas était une humiliation. Chaque éclaboussure sur ses pieds nus lui rappelait qu'elle n'avait plus de place dans cette maison. Le chenil était plus petit qu'elle ne l'imaginait. Une porte basse, un sol de terre, un vieux seau renversé, de la paille humide. Le chien qui y vivait d'habitude avait été chassé plus loin. Et il la regardait à distance, les oreilles basses, comme s'il avait honte pour elle. Amarashi s'est assise lentement, dos contre la paroi. Le froid l'a mordue immédiatement. Elle a rassemblé sa robe autour de ses jambes, cherchant à protéger son ventre. Le bébé a bougé, comme une protestation. Elle a posé les 2 mains sur son ventre et a fermé les yeux. Elle a pensé à la gosse. Elle a pensé aux immeubles, aux routes éclairées, aux voitures qui glissent sans s'arrêter. Elle a pensé aux bureaux climatisés où les gens parlent de chiffres comme s'il s'agissait de vie. Elle a pensé surtout à son père, Chief Adewale Okonkwo, un homme dont le nom faisait se lever des gens sans qu'il ouvre la bouche. Elle n'avait pas revu son père depuis longtemps. Pas parce qu'il ne l'aimait pas, mais parce qu'elle avait voulu disparaître. Dans ce monde de riches, on n'aime pas, on choisit. On ne se marie pas, on fusionne. On ne protège pas, on contrôle. Amarashi avait grandi entourée de gardes, de chauffeurs, de domestiques. Chaque sourire autour d'elle était intéressé. Chaque compliment avait un prix. Alors, quand elle avait rencontré Shindu,
elle avait cru à un miracle. Il était arrivé à Lagos comme beaucoup de jeunes hommes du village, ambitieux, élégants malgré ses vêtements simples, affamés de prouver qu'il méritait mieux. Il travaillait dans une entreprise de logistique, il parlait fort, il riait souvent. Il la regardait comme si elle était une femme, pas un héritage. Elle avait menti sur son nom, sur sa famille, sur sa vie. Elle s'était présentée comme Amarachi, une jeune femme qui avait grandi modestement, qui cherchait la paix. Shindu l'avait trouvée fascinante. Il avait parlé de mariage très vite, comme s'il avait peur de la perdre. Elle s'était laissée prendre. Elle avait imaginé un futur simple, une maison tranquille, un mari qui la respecte, un bébé dans les bras, des repas partagés, des disputes normales, des rires vrais. Elle croyait que l'amour pouvait tout couvrir. Elle avait eu tort. Le premier mois après le mariage, Shindu avait été doux. Il se montrait protecteur devant les autres. Il lui disait « Ici, tu es en sécurité ». Il lui jurait qu'il allait réussir, qu'il allait construire une vie où elle ne manquerait de rien. Puis la vérité avait commencé à sortir, goutte par goutte. Shindu n'était pas seulement ambitieux. Il était humilié de ne pas être riche. Et cette humiliation, il la transformait en colère. Quand il ne pouvait pas frapper le monde, il frappait ce qui était à sa portée, l'orgueil de sa femme, sa dignité, son silence. Au village, la famille de Shindu l'avait accueilli avec des sourires trop blancs. On lui avait offert une calebasse de cola, on avait chanté, on avait ri. Mais derrière les chants, Amarachi avait senti l'hostilité. Pour elle, elle venait d'ailleurs. Donc elle devait se croire supérieure. Pour Mama Ifeoma, aucune femme n'était digne de son fils. Et plus Amarachi restait silencieuse, plus elle se sentait libre de la piétiner. La grossesse avait tout accéléré. Shindu voulait un fils. Il répétait ce mot comme un talisman, fils. Quand Amarachi avait annoncé qu'elle était enceinte, il avait dansé. Il avait même acheté une boisson sucrée pour célébrer avec ses amis. Mais quand les mois ont passé, quand les factures de la maison ont commencé à s'accumuler, quand son travail à Lagos est devenu instable, son humeur a tourné. Il rentrait tard. Il parlait moins. Il se vexait pour rien. Il reprochait à Amarachi de manger trop, puis de ne pas assez manger. Il la regardait comme si elle portait une dette dans son ventre. Et quand elle a demandé à retourner à Lagos pour une visite médicale plus complète, il a explosé. « Tu crois que je suis ton chauffeur ? Tu veux retourner en ville pour que tes anciennes amies se moquent de moi ?» C'était la première fois qu'il l'accusait de honte. Amarachi avait compris ce jour-là que Shindu n'aimait pas une femme. Il aimait l'idée de posséder quelque chose qui le ferait se sentir grand. Et quand il se sentait petit, il cherchait quelqu'un à rabaisser. Dans le chenil, elle a entendu la porte de la maison s'ouvrir. Des pas. Puis des rires. Une radio a commencé à jouer une musique joyeuse, comme si rien d'injuste ne se passait dans cette cour. Amarachi a serré les dents. La pluie a continué. La nuit a continué. Et au milieu de cette nuit, elle a pris une décision. Pas une décision bruyante. Pas une décision dramatique. Une décision silencieuse, mais irréversible. Elle ne supplierait plus. À l'aube, le village s'est réveillé avec l'odeur du feu et le chant des oiseaux. Amarachi s'est levé difficilement. Son dos lui faisait mal. Son ventre tirait. Ses pieds étaient froids. Mais elle était debout. Elle est sortie du chenil avant que quelqu'un vienne la chercher, comme si elle refusait d'être libérée. Elle a traversé la cour. Mama Ifeoma l'a vue depuis la cuisine et a souri, convaincue qu'Amarachi allait demander pardon. Shindu était assis sur un tabouret, mâchant quelque chose, comme un roi paresseux. Quand il a levé les yeux vers elle, il attendait la honte. Il a trouvé autre chose. Le regard d'Amarachi était calme. Trop calme. Elle n'a pas parlé. Elle n'a pas discuté. Elle est entrée dans la maison, a pris un petit sac caché sous un banc, et a ressorti doucement. Ce sac n'était pas gros. Mais il contenait l'essentiel. 2 tenues, une petite enveloppe, un carnet, et un téléphone ancien modèle, resté éteint pendant des semaines. Ngozi s'est redressée, surprise. « Où tu vas ?» Amarachi a pris le temps de respirer. Puis elle a répondu, d'une voix claire. « Là où on ne me traite pas comme un animal. » Shindu s'est levé d'un bond. Il a ri, comme si elle faisait une blague. « Tu vas où, avec ton gros ventre ? Tu vas courir jusqu'à Lagos ? Tu crois que quelqu'un t'attend ? Tu crois que tu peux vivre sans moi ?» Amarachi a soutenu son regard. « Oui. » Ce oui, simple a piqué Shindu plus qu'une insulte.
Son visage s'est durci. Il a avancé, menaçant de lui barrer la route. Tu ne sors pas d'ici. Tu crois que tu vas salir mon nom au village? Tu vas dire que je t'ai chassé? Tu vas raconter des histoires? Amarashi n'a pas reculé. Ton nom, tu l'as sali toi-même. Mama Ifeoma est sortie, essuyant ses mains sur son pagne. Elle a fixé Amarashi, le menton haut. Une femme honnête reste dans la maison de son mari, même quand c'est dur. Toi, tu es une femme de la ville. Vous êtes toutes pareilles. Trop fière. Amarashi a regardé cette femme dans les yeux et a senti une chose étrange, de la pitié. Parce que Mama Ifeoma ne savait pas. Et c'était ça, le plus tragique. Elle pensait être puissante dans ce petit village, alors qu'elle ignorait le monde qui attendait juste derrière l'horizon. Amarashi a posé une main sur son ventre, puis s'est tournée vers la route. Shindu a attrapé son poignet. Son geste était brusque, contrôlant, comme une chaîne. Amarashi a retiré son bras doucement, mais fermement. Pas dans la panique. Dans la décision. Shindu a serré la mâchoire. Si tu quittes cette maison, ne reviens jamais. Tu entends? Jamais. Tu ne recevras rien. Tu n'es rien ici. Amarashi a hoché la tête, comme si elle acceptait une évidence. D'accord. Elle a fait un pas. Puis un autre. Et elle a quitté la cour. Sur la route principale, le village semblait ordinaire. Des enfants couraient. Des femmes portaient des bassines. Un homme poussait une moto en panne. Personne ne savait qu'une tragédie venait de se jouer derrière un mur. Amarashi marchait lentement, parce qu'elle ne pouvait pas aller vite. Son ventre était lourd. Sa respiration était courte. Mais elle marchait. Le soleil montait, et avec lui, la chaleur. Elle a suivi la route jusqu'à un petit arrêt où des motos attendaient des clients. Le conducteur le plus proche l'a regardée de haut en bas, puis a secoué la tête. « Grande sœur, tu vas où ?» Amarashi a hésité. Elle n'avait pas beaucoup d'argent visible. Elle ne portait pas de bijoux. Elle ne voulait pas attirer l'attention. Elle a sorti l'enveloppe de son sac, a compté les billets discrètement. Ijebuod. L'homme a regardé l'argent. Il a souri. Monte. La moto a démarré. Le vent a frappé son visage. Amarashi a serré la poignée arrière, l'autre main toujours sur son ventre. Sur la route, elle a vu des champs, des maisons, des visages. Elle a entendu des voix. Elle a senti la poussière. Et elle a compris que chaque kilomètre l'éloignait du chenil, mais aussi de la femme qu'elle avait été. Une femme qui espérait encore que l'amour suffit. À Ijebuod, elle a descendu la moto avec difficulté. Elle s'est arrêtée devant une petite clinique. Le bâtiment n'était pas grand, mais il était propre. Une infirmière l'a vue et a froncé les sourcils. « Tu as l'air fatigué. Assieds-toi. » Amarashi s'est assise sur un banc. Son cœur battait trop vite. Ses mains tremblaient un peu. Elle a essayé de respirer, mais la peur montait. Pas la peur de Shindu. La peur de ce que son corps lui disait depuis des jours. Quelque chose n'allait pas. La sage-femme l'avait senti. Amarashi aussi. Mais elle avait voulu tenir, comme si tenir prouvait quelque chose. Une femme en blouse est sortie, a appelé son nom. Amarashi. Amarashi s'est levée, a suivi, et s'est allongée sur une table froide. La femme a posé l'appareil sur son ventre. L'écran a clignoté. Un son régulier a rempli la pièce. Puis le son a changé. La femme a froncé les sourcils. Elle a insisté. Elle a bougé l'appareil. Le silence s'est installé. Amarashi a senti son estomac se nouer. « Qu'est-ce qu'il y a ?» a-t-elle demandé, la voix serrée. La femme a retiré l'appareil, a pris une respiration, puis a regardé Amarashi avec une prudence inquiétante. « Ton bébé est vivant. Mais, tu es très fatigué. Et ta tension est trop haute. Tu dois être suivi sérieusement. Aujourd'hui. Pas demain. » Amarashi a avalé sa salive. « Je n'ai pas. » Elle n'a pas fini sa phrase. La femme a continué, plus ferme. « Tu as quelqu'un avec toi? Un mari? Un parent? Quelqu'un qui peut signer, payer, t'accompagner ?» Amarashi a senti une honte brûlante monter. Elle a pensé à Shindu, au chenil, au rire. Elle a pensé à son père, à la gosse, à tout ce qu'elle avait fui. Elle a murmuré. « Je n'ai personne ici. » La femme a posé une main sur son bras, un geste simple, humain. « Alors tu vas appeler quelqu'un. Parce que tu ne peux pas porter tout ça seul. »
Amarachi a sorti son vieux téléphone. Son doigt a tremblé au-dessus de l'écran. Elle a fixé la seule ligne qu'elle avait gardée en mémoire depuis des mois. Un numéro qu'elle s'était juré de ne jamais composer. Son souffle s'est coupé. Et dans ce petit bureau de clinique, au milieu d'une ville inconnue, Amarachi a enfin compris que son silence avait assez duré. Elle a appuyé sur appeler. La sonnerie a retenti 1 fois. 2 fois. 3 fois. Puis une voix grave, familière, s'est imposée à l'autre bout. Qui est là? Amarachi a fermé les yeux. Quand elle a parlé, elle n'a pas utilisé le nom Amarachi. Elle a prononcé son vrai nom, celui que personne au village ne connaissait. Et, à cet instant précis, à Lagos, quelque chose s'est réveillé. Une machine immense. Une famille puissante. Un père qui n'avait jamais cessé d'attendre. La voix à l'autre bout du fil s'est brisée, d'une émotion qu'Amarachi n'avait pas entendue depuis longtemps. Ma fille, où es-tu? Amarachi a ouvert les yeux, et une larme a glissé, silencieuse, sur sa joue. Papa, je suis en danger. Et pendant qu'elle prononçait ces mots, loin derrière, à Odogbolu, Shindu riait encore, convaincu qu'il venait de gagner. Il ne savait pas qu'il venait, en réalité, de déclencher sa propre chute. À Lagos, le soleil n'était même pas encore au quand Chief Adewale Okonkwo sortit de sa chambre comme un homme qu'on vient de réveiller par une alarme de guerre. Il ne posa pas de questions inutiles. Il ne s'assit pas pour réfléchir. Il fit ce que font les puissants quand on touche à ce qui leur est sacré. Il appela. 1 fois. 2 fois. En moins de 10 minutes, la maison Okonkwo n'était plus une maison. C'était un quartier général. Des agents de sécurité en uniforme discret, des hommes en costume sombre, des chauffeurs, et même un médecin personnel s'activait comme si tout avait été répété 100 fois. La gouvernante demanda timidement si on devait préparer le petit déjeuner. Chief Adewale tourna vers elle un regard glacial. Ma fille est enceinte et en danger. Rien d'autre n'existe ce matin. Dans une salle vitrée donnant sur un jardin parfaitement entretenu, il fixa un écran de téléphone comme s'il pouvait y voir le visage de sa fille. Il ne l'avait pas entendue depuis des mois. Et maintenant, sa voix tremblait, brisée, réduite à 3 mots qui suffisaient à renverser un empire. Je suis en danger. Il inspira profondément. Un homme comme lui n'avait pas bâti des sociétés, des immeubles et des alliances en se laissant guider par la panique. Mais Amarachi n'était pas une affaire. Amarachi était sa seule fille. Tinde. Sa voix claqua dans le salon. Appelle le docteur Balogun. Qu'il prépare une équipe à Ijebuod. Maintenant. Son assistant, Tinde, hocha la tête sans discuter. Il savait que quand Chief Adewale utilisait ce ton-là, il n'y avait pas de mais. Chief Adewale reprit le téléphone et rappela le numéro. La ligne sonna, puis Amarachi répondit, essoufflé. Papa. Il ferma les yeux 1 seconde, comme pour contenir le choc de l'entendre. Où es-tu exactement? Donne-moi l'adresse. Et ne raccroche pas. Amarachi dicta le nom de la clinique. Elle ajouta qu'elle avait une tension élevée, que la sage-femme disait qu'elle devait être suivie, qu'elle se sentait faible. La mâchoire de Chief Adewale se contracta. Tu ne bouges plus. Tu entends? Tu restes assise. Tu attends. Mes hommes arrivent. Amarachi hésita. Papa, je ne veux pas faire de scandale. Je voulais juste vivre simple. Sa voix s'éteignit, comme si elle avait honte d'avoir besoin d'aide. Chief Adewale répondit avec une douceur rare. Tu as déjà été simple assez longtemps. Maintenant, tu vas être en sécurité. Et tu vas m'expliquer qui t'a fait ça. Le silence s'installa un instant. Amarachi ne répondit pas tout de suite. Puis, d'une voix si basse que le téléphone capta à peine. C'est mon mari. Shindu. Il m'a forcé à dormir dans le chenil. Pendant 1 seconde, le monde sembla s'arrêter. Même Tinde, à quelques pas, figea son mouvement en entendant le nom. Chief Adewale ne cria pas. Il ne hurla pas. Sa colère était plus dangereuse que ça. Elle descendit en lui comme un poison lent et maîtrisé. Il a fait quoi? Amarachi avala sa salive. Elle expliqua tout. Les humiliations. Les insultes. Les rires de sa belle famille. Le refus d'argent pour la clinique. La peur de perdre le bébé. Le chenil, la pluie, la boue. Quand elle termina, Chief Adewale avait le visage fermé. Il se leva lentement, comme si chaque muscle s'était transformé en acier.
Je vais te poser une seule question, ma fille. Amarashi attendit. Tu veux que je le détruise, ou tu veux que je le fasse souffrir d'abord? À Ijebuod, Amarashi regardait le sol. Ses doigts tremblaient. Elle pensa à Shindu. À son arrogance. À sa façon de la traiter comme un objet. Elle pensa à Mama Ifeoma et à ses yeux pleins de mépris. Elle pensa à ses belles-sœurs qui riaient. Puis elle posa une main sur son ventre. Je veux qu'il comprenne. Qu'il sache qui j'étais. Et qu'il regrette chaque seconde. Chief Adewale acquiesça, même si elle ne le voyait pas. Alors il comprendra. 1 heure plus tard, 2 SUV noirs s'arrêtèrent devant la clinique, impeccables, comme s'ils venaient d'un autre monde. Des hommes en costume descendirent. L'un d'eux portait un badge discret. L'autre parlait au téléphone en marchant, comme si le temps n'était pas une option. L'infirmière qui avait accueilli Amarashi ouvrit de grands yeux. La clinique n'avait pas l'habitude de recevoir ce genre de visite. Un médecin entra dans le bureau d'examen, un homme élégant, à la barbe grisonnante, l'air compétent et pressé. Madame Okonkwo. Amarashi frissonna en entendant ce nom, son vrai nom, prononcé à voix haute. Cela faisait longtemps que personne ne l'avait appelé ainsi. Elle hocha la tête. Le médecin sourit avec respect. Je suis le docteur Balogun. Votre père m'a envoyé. Nous allons vous stabiliser et vous surveiller. Et vous allez être transféré à Lagos dès que possible. Amarashi sentit un poids quitter sa poitrine. Pour la première fois depuis des mois, elle n'était pas seule. Pendant qu'on lui prenait la tension, qu'on lui posait une perfusion, qu'on l'installait dans une chambre plus confortable, le téléphone vibra. Un message de Tinde. Ne t'inquiète pas. Tu es protégé. Ton père arrive demain matin. Repose-toi. Amarashi posa le téléphone sur le lit. Les larmes lui montèrent aux yeux, mais elle les essuya. Elle devait rester forte. Pour le bébé. À Odogbolu, Shindu se réveilla ce même matin avec une sensation étrange. Ce n'était pas la culpabilité. Il ne connaissait pas ça. C'était plutôt une irritation, comme si quelque chose lui échappait. Il sortit dans la cour. Le chenil était vide. Amarashi était parti. Il ricana. Elle reviendra. Mama Ifeoma, en écrasant des épices, répondit sans lever la tête. Toutes reviennent. Une femme enceinte n'a nulle part où aller. Elle va se fatiguer et revenir demander pardon. Ngozi haussa les épaules, amusée. Même si elle va en ville, qui va l'aider? Elle n'a personne. Elle est trop fière. Shindu se sentit rassuré. Il s'assit, but du thé, parla de ses affaires comme si Amarashi n'était qu'un incident. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'à Lagos, son nom venait d'être prononcé dans une salle où les décisions changeaient des vies. Dans le bureau de Chief Adewale Okonkwo, 4 hommes étaient assis. Un avocat. Un enquêteur privé. Un responsable sécurité. Et Tinde. Chief Adewale posa un dossier sur la table. Le dossier n'était pas épais. Il n'en avait pas besoin. Il contenait déjà assez pour commencer. Je veux tout sur Shindu Nwosu. Tout. Ses comptes, ses dettes, son travail, ses fréquentations. Je veux savoir qui le protège, qui il doit, et ce qu'il croit posséder. L'enquêteur acquiesça. On s'en occupe, Chief. L'avocat, Maître Akinwal, ajusta ses lunettes. Vous voulez une action légale? Violence domestique? Mise en danger d'une femme enceinte? Chief Adewale ne répondit pas tout de suite. Il se leva, regarda Lagos par la baie vitrée. La ville brillait, indifférente. Je veux d'abord qu'il se sente invincible. Qu'il pense qu'il a gagné. Puis, qu'on lui arrache le sol sous les pieds. Tinde sourit légèrement. Il connaissait ce style. Ce n'était pas une simple vengeance. C'était une leçon. Pendant ce temps, à la clinique, Amarashi reçut une visite inattendue. Une femme entra, la trentaine, élégante, peau sombre, cheveux attachés en chignon. Elle portait une veste beige et un sac de travail. Amarashi Okonkwo. Amarashi se redressa, surprise. Oui. La femme sourit. Je m'appelle Ifunanya. Je suis assistante sociale à Ijebuod, et j'ai été appelée par la clinique. Ils ont dit que vous aviez été expulsée de votre domicile et que vous étiez enceinte. Je dois m'assurer que vous êtes en sécurité. Amarashi hésita. Elle n'aimait pas que des étrangers se mêlent de sa vie. Mais la gentillesse d'Ifunanya était réelle, sans curiosité malsaine. Elle répondit calmement.
Je suis en sécurité maintenant. Ma famille arrive. Ifunanya hocha la tête, puis posa doucement. Votre famille, à Lagos. Amarashi répondit sans entrer dans les détails. Oui. Ifunanya sortit un carnet. D'accord. Je dois quand même noter votre version, au cas où. Parfois, les maris reviennent, parfois ils menacent. Et vous avez des droits. Amarashi serra les draps. Je sais. Ifunanya la regarda un moment, puis dit doucement. Je vois beaucoup de femmes qui restent parce qu'elles pensent qu'elles n'ont pas le choix. Vous avez un choix. Et je suis contente que vous l'ayez pris. Amarashi sentit une boule se former dans sa gorge. Elle détourna le regard. Je ne voulais pas que ça arrive. Ifunanya posa une main sur le bord du lit, sans la toucher. Personne ne veut. Mais maintenant, on va s'assurer que vous et votre bébé surviviez. Le reste se règle. Le lendemain matin, l'hôpital privé de Lagos accueillit Amarashi comme une personne importante. Elle fut transférée dès qu'elle fut stable. Dans l'ambulance, les sirènes criaient sur la route, et Amarashi regardait le ciel à travers une vitre, se demandant comment sa vie avait basculé si vite. À son arrivée, un couloir entier semblait réservé. Des infirmières souriaient. Des médecins parlaient doucement. La chambre était lumineuse, propre, froide de climatisation. Tout était à l'opposé du chenil. Quelques heures plus tard, la porte s'ouvrit. Chief Adewale entra. Il était grand, imposant, vêtu d'un agbada bleu marine parfaitement taillé. Ses yeux étaient rouges, mais son visage restait dur. Derrière lui, 2 hommes en costume restaient près de la porte. Amarashi sentit son cœur se serrer. Papa. Chief Adewale s'approcha, lentement. Il s'arrêta devant le lit, et pendant quelques secondes, il la regarda sans parler. Comme s'il voulait s'assurer qu'elle était réelle. Puis il s'agenouilla, chose que personne ne l'avait jamais vu faire, et posa sa main sur son ventre. Mon petit enfant. Sa voix se brisa. Amarashi pleura enfin. Pas de faiblesse. De soulagement. Chief Adewale essuya une larme sur sa joue, puis se redressa et la fixa. Qui est cet homme? Amarashi inspira. Shindu Nwosu. Le nom fut prononcé dans cette chambre comme une condamnation. Chief Adewale hocha la tête. Très bien. Maintenant, écoute-moi. Tu ne vas plus jamais retourner dans ce village seul. Tu ne vas plus jamais supporter ça. Et cet homme, il va apprendre une chose, on ne touche pas aux Okonkwo. Amarashi hésita, parce qu'une partie d'elle avait encore peur de devenir la version froide de sa famille, celle qu'elle avait fui. Papa, je ne veux pas qu'il meure. Je veux juste qu'il regrette. Chief Adewale s'approcha, prit sa main. Regretter peut être pire que mourir, ma fille. Fais-moi confiance. Le même soir, à Odogbolu, Shindu reçut un appel. Un numéro inconnu. Il répondit, méfiant. Allô? Une voix masculine, polie, froide. Monsieur Shindu Nwosu? Shindu se redressa. Oui, c'est moi. Qui parle? Je vous appelle pour une opportunité professionnelle. Nous avons entendu parler de vos compétences. Nous aimerions vous rencontrer à Lagos, demain. Un entretien privé. Shindu sentit son ego gonfler. Quel genre d'opportunité? La voix répondit calmement. Un partenariat. Un vrai saut dans votre vie. Mais c'est confidentiel. Ne prévenez personne. Shindu sourit, déjà en train de s'imaginer riche. Il jeta un regard vers sa mère qui l'observait. D'accord. Je viens. Donnez-moi l'adresse. On lui donna une adresse à Lagos, dans un quartier d'affaires prestigieux. Quand il raccrocha, Mama Ifeoma demanda. C'était qui? Shindu sourit comme un roi. Une opportunité. La ville commence enfin à me reconnaître. Ngozi applaudit. Tu vois? C'est parce que tu as mis cette femme à sa place. Maintenant Dieu te bénit. Shindu rit. Il ne savait pas qu'il venait d'accepter lui-même l'invitation à sa propre humiliation. Shindu arriva à Lagos avec une chemise trop repassée et un sourire trop sûr de lui. Dans le bus, il avait imaginé 1000 scénarios où des hommes importants lui serraient la main, où une signature changeait sa vie, où il rentrait au village comme un conquérant. Il se voyait déjà acheter une voiture neuve, rénover la maison de sa mère, et surtout, montrer à tout le monde que sans Amarashi il allait enfin respirer. Quand il descendit à Ojota, la chaleur de Lagos le frappa comme une gifle.
Les klaxons, les cris, les moteurs, les vendeurs, tout semblait dire la même chose. Ici, personne ne t'attend, tu dois t'imposer. Shindu aimait cette énergie. Elle nourrissait son arrogance. Il prit un taxi et donna l'adresse qu'on lui avait envoyée. Le chauffeur le regarda dans le rétroviseur, surpris. « Tu vas là-bas ?» Shindu se redressa. « Oui. Pourquoi ?» Le chauffeur haussa les épaules. « C'est un endroit de gens sérieux. Des grands bureaux. » Shindu sourit encore plus fort. Dans sa tête, c'était déjà une confirmation. Le monde des grands venait enfin l'ouvrir. Le taxi s'arrêta devant un immeuble de verre, haut, propre, gardé par 2 agents de sécurité en uniforme impeccable. Shindu paya rapidement et sortit, ajustant son col comme un homme important. Il s'avança vers l'entrée et sentit son cœur battre plus vite. Pas par peur. Par excitation. Un agent le stoppa poliment. « Bonjour, monsieur. Vous avez un rendez-vous ?» Shindu acquiesça, sûr de lui. « Oui. On m'attend. » L'agent consulta une tablette. « Votre nom ?» Shindu eut un petit sourire. « Shindu Nuozu. » L'agent ne montra aucune émotion. Il leva simplement la main vers l'autre agent, qui ouvrit une barrière. Shindu fut escorté à l'intérieur comme un visiteur important. Cette simple cérémonie nourrit son ego. Dans l'ascenseur, il se regarda dans le miroir, se félicitant intérieurement. Il se dit qu'Amarashi, où qu'elle soit, devait déjà regretter. Une femme ne quitte pas un homme au moment où sa chance arrive. Il se promit de lui faire payer sa trahison dès qu'il aurait du pouvoir. Le bureau indiqué était au 21e étage. Quand l'ascenseur s'ouvrit, il découvrit un couloir silencieux, climatisé, avec une moquette épaisse qui avalait les pas. Ici, même le bruit semblait coûteux. Une réceptionniste le salua avec un sourire professionnel. « Monsieur Nuozu. » Shindu sentit sa poitrine gonfler. « Oui. »« Suivez-moi, s'il vous plaît. » Elle le conduisit jusqu'à une grande porte en bois sombre. Elle frappa, puis ouvrit sans attendre une réponse. « Il est là. » Shindu entra. La pièce était vaste. Une table de réunion brillante, des fauteuils en cuir, une baie vitrée montrant la gosse comme un tableau vivant. Derrière la table, 3 hommes étaient assis. Costume sombre, montre discrète, posture calme. Tout respirait l'argent. Shindu sourit, prêt à jouer son rôle. « Bonjour, messieurs. Je suis Shindu Nuozu. Merci de m'avoir invité. » Aucun des hommes ne sourit. Le plus âgé posa un dossier sur la table. « Asseyez-vous. » Shindu s'exécuta, légèrement surpris par l'absence de chaleur. Mais il se dit que c'était normal. Les grandes affaires n'avaient pas besoin de sourire. L'homme ouvrit le dossier. « Vous savez pourquoi vous êtes ici ?» Shindu prit un ton confiant. « Pour une opportunité. Un partenariat, on m'a dit. Je suis très motivé. J'ai de l'expérience en logistique et... » L'homme leva la main, l'arrêtant net. « Nous savons tout ça. Nous savons aussi d'autres choses. » Shindu sentit une légère tension dans son ventre. D'autres choses. Le deuxième homme glissa un papier vers lui. Un document imprimé, avec des informations précises. Son numéro d'identité, son adresse, son historique de travail, des dettes, des retards de paiement, des appels manqués. Shindu fronça les sourcils. « Pourquoi vous avez ça ?» Le troisième homme parla enfin, d'une voix calme mais tranchante. « Parce que vous avez été invité ici non pas pour recevoir une chance, mais pour répondre à une question simple. » Shindu avala sa salive. « Quelle question ?» Le troisième homme se pencha légèrement. « Qui est Amarashi ?» Le nom tomba comme une pierre dans l'eau. Le visage de Shindu se figea. Pendant une seconde, il ne comprit pas. Puis il sentit la sueur apparaître sous son col. « Amarashi. » Le premier homme le fixa sans cligner. « Oui. Votre épouse. Enfin, votre épouse selon vous. » Shindu se força à rire. « C'est une femme. Une femme du village maintenant. Elle est partie. Je ne vois pas ce qu'elle vient faire dans... » Il s'arrêta, parce qu'il vit quelque chose dans leurs yeux. Une certitude froide, comme s'il tenait déjà sa gorge. Le deuxième homme posa une photo sur la table. C'était Amarashi. Pas Amarashi du village, fatigué, vêtu simplement. Non. Amarashi dans une robe élégante, dans un endroit luxueux, un sourire discret,
debout à côté d'un homme imposant en agbada. Shindu sentit son estomac se retourner. C'est quoi ça? Le troisième homme répondit, sans émotion. C'est votre femme. La fille de Chief Adewale Okonkwo. Shindu cligna des yeux. Il voulut parler, mais aucun son ne sortit. Son cerveau cherchait une sortie, une excuse, un mensonge. Non, c'est impossible. Amarashi n'est pas, elle. Le premier homme inclina la tête. Vous voulez dire qu'elle vous a menti? Oui. Elle a menti. Parce qu'elle voulait être aimée sans être convoitée. Et vous l'avez traitée comme une chose. Shindu se leva brusquement. Je ne sais pas ce que vous racontez. C'est un piège. Deux agents de sécurité, jusqu'ici invisibles, apparurent près de la porte. Ils ne firent aucun geste agressif, mais leur présence était un mur. Shindu s'assit lentement, la gorge sèche. Le troisième homme reprit. Nous avons des témoignages. Nous avons des rapports médicaux. Nous avons même une déclaration d'une assistante sociale. Et nous avons la parole de la victime. Shindu serra les poings. Victime? C'est ma femme. Je suis son mari. Dans notre culture. Le premier homme frappa la table du plat de la main. Le bruit résonna comme un coup de tonnerre dans le silence. Ne cachez pas votre cruauté derrière la culture. Vous l'avez forcée à dormir dans un chenil. Une femme enceinte. Sous la pluie. Shindu ouvrit la bouche, mais rien ne vint. Son cerveau essayait encore de nier. Le deuxième homme poussa un autre document vers lui. Voici un choix. Vous pouvez coopérer, signer ce document, accepter une séparation officielle et renoncer à toute prétention. Ou vous pouvez refuser. Et nous lançons immédiatement des procédures, des plaintes, et un dossier complet sera transmis. Shindu fixa le papier. Les mots dansaient devant ses yeux. Renoncer. Quitter. Ne rien réclamer. Reconnaître. Il releva la tête. Et si je refuse? Le troisième homme répondit simplement. Alors votre vie devient une longue marche dans le sable. Chaque pas sera plus difficile que le précédent. Shindu tenta de rire, mais son rire était faible. Vous voulez me faire peur? Je suis un homme. Je peux travailler. Je peux recommencer. Je ne suis pas un enfant. Le premier homme se pencha. Vous ne comprenez toujours pas. Ce n'est pas une menace. C'est une description. À ce moment précis, la porte s'ouvrit. Et Shindu comprit enfin ce que signifie perdre le contrôle. Amarashi entra. Elle n'était pas seule. Derrière elle, deux femmes élégantes et un homme en costume suivaient à distance. Mais même sans eux, la pièce aurait changé. Elle portait une robe sobre mais luxueuse, ses cheveux étaient soigneusement coiffés, son visage était reposé malgré la grossesse. Dans ses yeux, il n'y avait plus la peur du chenil. Il y avait autre chose. De la clarté. Shindu se leva, comme si son corps obéissait à une vieille habitude de domination. Amarashi. Elle ne répondit pas tout de suite. Elle le regarda, longuement, comme on regarde un mensonge qu'on a enfin compris. Puis elle parla, d'une voix calme. Bonjour, Shindu. Il tenta de garder contenance. Tu fais quoi ici? C'est quoi ce théâtre? Pourquoi tu ramènes des gens pour? Amarashi le coupa, toujours sans élever la voix. Tu te souviens du chenil? Shindu se figea. Le silence tomba. Amarashi posa une main sur son ventre, puis continua. Tu avais tellement confiance. Tu avais tellement de certitude. Tu t'es senti puissant en me pointant du doigt. Tu m'as regardé comme si je n'étais rien. Shindu tenta de répondre. J'étais en colère. Tu m'as provoqué. Tu voulais que je dépense de l'argent alors qu'on n'en avait pas. Tu ne respectais pas ma mère. Amarashi le fixa. Est-ce que tu sais ce qui me fait le plus mal? Ce n'est pas la pluie. Ce n'est pas la boue. Ce n'est pas le froid. Elle prit une respiration. C'est que tu as fait ça devant ma grossesse. Devant notre enfant. Tu as transformé la maison en humiliation. Shindu sentit sa gorge se serrer. Il chercha une dernière stratégie. Il s'adoucit. Il baissa la voix. Amarashi, écoute. Reviens. On peut parler. C'était une erreur. Je ne savais pas. Je ne savais pas qui tu étais. Si j'avais su. Amarashi cligna des yeux, et un sourire très léger apparut. Un sourire triste. Voilà. C'est exactement ça.
Si tu avais su. Elle fit un pas vers lui. Tu ne regrettes pas l'acte. Tu regrettes d'avoir fait ça à quelqu'un d'important. À quelqu'un de riche. Shindu ouvrit la bouche, mais Amarashi continua. Si j'avais été vraiment pauvre, tu aurais continué. Tu aurais peut-être même été plus cruel. Shindu se sentit pris au piège. Il se tourna vers les hommes autour, comme pour chercher de l'aide, mais leur regard était immobile. Amarashi prit le document sur la table, le souleva. Tu vois ça? Shindu hocha la tête, la mâchoire serrée. C'est un accord de séparation. Je ne veux pas te prendre ton sang. Je ne veux pas te tuer. Je veux juste récupérer ma vie et protéger mon enfant. Shindu éclata soudain, incapable de contenir sa rage. Protéger ton enfant? C'est mon enfant aussi. Tu veux me voler mon enfant parce que tu as de l'argent? Tu veux m'humilier parce que ton père est riche? Tu crois que tu peux effacer un homme comme ça? Amarashi le regarda, sans bouger. Non. Je ne veux pas t'effacer. Je veux que tu te vois. C'est différent. Elle posa le document devant lui et ajouta. Signe. Shindu trembla. Il regarda le stylo. Son orgueil criait de refuser. Mais son instinct de survie lui criait autre chose. Il posa sa main sur le stylo. Puis il s'arrêta. Et si je signe, je te revois? Je vois mon enfant? Amarashi le fixa longuement. Tu ne verras mon enfant que si un tribunal estime que tu es capable d'être un persain. Pas un maître. Shindu sentit sa colère exploser, mais il n'avait plus de pouvoir ici. Pas face à ces gens. Pas face à ce nom. Okonko. Il serra les dents et signa. Le bruit de la plume sur le papier était comme un cercueil qu'on referme. Une fois la signature faite, le premier homme récupéra le document et hocha la tête. Bien. Shindu se leva brusquement, comme s'il voulait partir, mais Amarashi parla encore. Il y a autre chose. Shindu se retourna, irrité. Quoi encore? Amarashi sortit son téléphone, appuya sur un bouton. Un enregistrement se lança. La voix de Shindu remplit la pièce. On entendait ses insultes, ses humiliations. Et surtout cette phrase glaciale, prononcée sans hésitation, « Va dormir avec les chiens ». Shindu blanchit. Amarashi arrêta l'enregistrement. Ceci, c'est ma protection. Si tu essaies de venir me menacer, si ta mère vient, si tes sœurs viennent, si tu parles en public pour salir mon nom, tout ça sortira. Et tu sais que la gosse n'a pas de pitié quand les preuves parlent. Shindu resta muet. Amarashi se tourna vers la porte, puis s'arrêta. Elle ajouta, sans regarder derrière elle. Tu voulais me voir à genoux. Tu voulais voir ma honte. Aujourd'hui, je ne te donne pas ma honte. Je te donne ton reflet. Elle sortit. Et Shindu resta seul dans la pièce, entouré d'hommes qui n'avaient plus besoin de parler. Tout était déjà décidé. Sur le chemin du retour vers l'hôpital, Amarashi regarda la gosse à travers la vitre d'un SUV. Les immeubles défilaient. Les panneaux lumineux. Les marchés. Les embouteillages. Cette ville qu'elle avait fuie la reprenait, mais elle ne se sentait pas prisonnière. Elle se sentait armée. Pourtant, au fond d'elle, une fatigue étrange montait. Parce que la vengeance n'est jamais aussi douce qu'on l'imagine. Elle donne du pouvoir, oui, mais elle rappelle aussi tout ce qu'on a traversé. À l'hôpital, Chief Adewale l'attendait dans un salon privé. Il se leva immédiatement en la voyant. Ses yeux balayèrent son visage comme pour s'assurer qu'elle allait bien. Ça s'est bien passé. Amarashi hocha la tête. Il a signé. Chief Adewale inspira, soulagé, mais son regard restait dur. Et tu as dit ce que tu voulais dire. Amarashi s'assit lentement. Oui. Mais, papa, ce n'est pas fini. Chief Adewale fronça les sourcils. Pourquoi? Amarashi baissa la voix. Il va rentrer au village. Et là-bas, ils vont raconter une histoire. Ils vont dire que j'ai été récupérée par une famille riche, que j'étais une menteuse, que j'ai humilié mon mari. Ils vont faire de moi une sorcière, une femme dangereuse. Et ils vont continuer à humilier d'autres femmes, parce qu'ils ne comprendront pas la vraie leçon. Chief Adewale la regarda, surpris par la profondeur de sa pensée. Quelle leçon tu veux leur donner? Amarashi leva les yeux. Je veux qu'ils voient que l'argent ne donne pas le droit de mépriser. Je veux qu'ils voient qu'une femme, même sans richesse, a de la valeur. Chief Adewale resta silencieux. Puis il dit calmement.
Tu veux une vengeance élégante. Pas un incendie. Amarashi hocha la tête. Oui. Le lendemain, un événement discret fut organisé à Odogbolu, mais assez grand pour que tout le village en parle. Une réunion de développement communautaire, financée par une fondation. Des chaises en plastique furent installées. Un micro. Une petite estrade. Des affiches. Le nom sur les affiches était simple. Fondation Okonkwo pour la dignité et la santé maternelle. Personne ne comprenait vraiment, mais tout le monde était curieux. Mama Ifeoma s'habilla comme pour une fête, persuadée que c'était une chance de rencontrer des riches. Ngozi et Adaez chuchotaient déjà, imaginant des dons, des contrats, des avantages. Shindu, lui, revint au village avec une colère silencieuse, mais aussi une peur qu'il cachait sous un visage fermé. Il ne parla à personne de ce qui s'était passé à Lagos. Il inventa une version. Il dit qu'Amarashi était partie chez des parents, qu'elle allait revenir quand elle se calmerait, et que des gens de Lagos l'avaient contacté pour des affaires. Il essayait de rester un roi. Mais quand il arriva sur la place du village et vit les affiches, il sentit son sang se refroidir. Okonkwo. Le chef du village, Baba Adegok, fit un discours sur l'importance de la santé des femmes enceintes, sur la nécessité de respecter les mères, sur les projets de cliniques mobiles et de formation. Puis, un homme en costume prit le micro. Un représentant de la fondation. Il parla calmement, poliment, mais chaque phrase était un coup. Il annonça que la fondation financerait une petite clinique. Qu'elle offrirait des consultations prénatales gratuites. Qu'elle organiserait des séances de sensibilisation contre les humiliations et les violences dans le foyer. Et enfin, il dit la phrase qui fit vibrer le village. Cette fondation est née d'une histoire vraie. D'une femme enceinte humiliée. D'une femme qu'on a forcée à dormir dans un chenil. Un murmure parcourut la foule comme une vague. Mama Ifeoma se raidit. Ngozi ouvrit la bouche. Shindu sentit ses jambes faiblir. Le représentant continua. Nous ne citerons aucun nom aujourd'hui. Parce que l'objectif n'est pas la honte publique. L'objectif est la prise de conscience. Il marqua une pause, puis ajouta. Mais sachez ceci, la femme dont nous parlons est vivante. Et elle est protégée. Et elle vous regarde. Le silence fut total. Shindu sentit tous les regards se tourner vers lui, même si personne n'avait dit son nom. Parce que le village savait. Les rires de la nuit, les chuchotements, le chenil. Les secrets au village ne restent jamais secrets. Mama Ifeoma se leva brusquement, furieuse. Mensonge. C'est un mensonge. Le représentant la regarda calmement. Madame, si c'est un mensonge, alors vous n'avez rien à craindre. Mais si c'est vrai, alors il est temps que le village choisisse ce qu'il veut devenir. Mama Ifeoma voulut répondre, mais aucun mot ne sortit. Parce que, pour la première fois, son autorité rencontrait quelque chose de plus grand qu'elle. Une vérité soutenue par la puissance. Ce jour-là, Shindu comprit que la vengeance d'Amarashi était plus intelligente que sa colère. Elle ne l'écrasait pas seulement lui. Elle secouait tout le système qui l'avait soutenu. Il rentra chez lui après la réunion, le visage dur, la tête pleine. Dans la cour, le chenil était là, inchangé. Un symbole. Un rappel. Il le regarda longtemps, comme s'il voyait enfin l'horreur de ce qu'il avait fait. Et pour la première fois depuis longtemps, une peur réelle le saisit. Parce qu'il comprit quelque chose. Amarashi n'avait même pas encore utilisé toute sa force. Et maintenant, elle n'était plus seule. À Lagos, dans le couloir de l'hôpital, un homme attendait près de la salle de consultation. Il était grand, peau sombre, regard calme, costume simple mais parfaitement ajusté. Un médecin passa à côté de lui et le salua avec respect. L'homme hocha la tête, puis regarda la porte. Quand Amarashi sortit, elle le vit. Il s'appelait Damilola Adebayo. Et il n'était pas là par hasard. C'était l'homme que son père avait choisi comme responsable du programme « Santé maternelle » de la Fondation. Un ancien médecin de terrain devenu directeur, connu pour sa discipline, sa compassion, et son refus de se laisser intimider par les puissants. Il la salua d'une voix douce. « Madame Okonkwo. Je suis Damilola. » Amarashi le fixa un instant, méfiante. Elle avait grandi dans un monde où chaque sourire pouvait cacher une intention. Enchantée. Damilola hocha la tête. « Je suis désolée pour ce que vous avez vécu. Je ne suis pas là pour vous interroger. Je suis là pour m'assurer que ce qui vous est arrivé ne se répète pas ailleurs. »
Amarachi sentit quelque chose s'apaiser en elle. Pas totalement. Mais assez pour respirer. Merci. Il marqua une pause. Et aussi, votre père m'a demandé de vous dire que vous n'êtes pas obligé de devenir dur pour survivre. Vous avez le droit de rester vous-même. Même dans la justice. Amarachi resta silencieuse. Puis, elle répondit doucement. On verra. Damilola sourit, sans insister. On verra. Mais je serai là pour le travail. Et pour la vérité. Amarachi le regarda partir, et pour la première fois depuis longtemps, elle sentit une petite étincelle différente de la vengeance. Quelque chose qui ressemblait à une possibilité. Une possibilité de reconstruction. Et pendant que le bébé bougeait doucement dans son ventre, Amarachi comprit que la fin de cette histoire ne serait pas seulement une chute. Ce serait aussi un nouveau début. Le village d'Odogbolu ne dormait plus de la même façon depuis la réunion sur la place. Les nuits étaient devenues plus silencieuses, mais d'un silence lourd, comme quand une vérité a été dite et que personne ne sait comment faire semblant d'oublier. Les femmes qui passaient devant la maison de Shindu ne baissaient plus automatiquement les yeux. Les hommes qui riaient d'habitude aux abords du petit bar du coin parlaient désormais plus bas, comme si le vent pouvait rapporter leurs mots jusqu'à la gosse. Shindu, lui, sentait cette nouvelle atmosphère comme une corde autour de son cou. Il n'était pas arrêté. Pas encore. Il n'avait pas été humilié publiquement avec son nom au micro. Pas encore. Mais il savait qu'il était identifié, même sans être nommé. Et pour un homme qui a construit sa force sur la peur des autres, être vu, vraiment vu, était une punition plus profonde qu'une gifle. Mama Ifeoma refusa d'admettre la défaite. Elle répétait à qui voulait l'entendre que c'était un complot. Que la ville avait corrompu Amarachi. Qu'une femme, correcte, ne fait pas venir des fondations pour parler de dignité. Elle crachait le mot comme s'il était sale. Mais même elle sentait que le sol se dérobait. Les gens la saluaient toujours, mais moins. Ses phrases étaient toujours écoutées, mais pas avec la même foi. Ngozi, au contraire, commençait à comprendre. Elle n'était pas gentille, mais elle n'était pas stupide. Elle avait vu les SUV noirs, les costumes, les gardes. Elle avait entendu le nom Okonkwo prononcé comme un sot. Elle avait compris que ce n'était pas une histoire de village. C'était un monde entier qui venait de s'ouvrir au-dessus de leur tête. Et quand un monde s'ouvre, certains cherchent la lumière. D'autres cherchent une cachette. Shindu choisit d'abord la colère. Il passa plusieurs jours à faire le grand, à marcher comme si rien ne l'atteignait, à parler plus fort, à rire de manière trop visible. Il voulait que tout le monde croie qu'il contrôlait encore sa vie. Mais à l'intérieur, il se fissurait. Il rêvait du bureau à la gosse, des hommes froids, du papier qu'il avait signé. Il rêvait surtout du visage d'Amarachi, si calme, si ferme. Ce calme le poursuivait plus que les menaces. Parce qu'il comprenait enfin ce qu'il n'avait jamais voulu admettre. Elle avait arrêté d'avoir peur de lui. À la gosse, Amarachi récupérait lentement. Son corps se stabilisait. Sa tension était suivie. Les médecins parlaient de repos, de sérénité, de surveillance. Mais le mot « sérénité » avait un goût étrange sur sa langue. Comment être sereine quand une partie de toi brûle encore de ce que tu as vécu? Comment fermer les yeux sans revoir la pluie qui traverse le toit du chenil? Chaque jour, elle se forçait à respirer plus profondément, à marcher un peu, à manger, à écouter le cœur de son bébé. Elle se répétait que la meilleure vengeance, c'était la vie. Une vie stable, protégée, aimée. Mais les blessures intérieures n'écoutent pas les slogans. Elles demandent du temps. Damilola Adebayo revenait souvent à l'hôpital, pas avec des fleurs ou des phrases vides, mais avec des nouvelles du programme. Il lui parlait de la clinique mobile, des sages-femmes formées, des femmes enceintes consultées gratuitement. Il parlait de chiffres, de besoins, de réalité. Il ne la regardait pas comme une princesse tombée du ciel. Il la regardait comme une femme qui souffre et qui guérit. Cette manière de la voir, sans la réduire à son nom, apaisait quelque chose en elle. Un matin, alors qu'elle s'asseyait près de la fenêtre avec une tasse de thé, Damilola entra avec un petit dossier. Il s'assit, sans envahir l'espace. Les travaux commencent dans 3 jours à Odogbolu. La clinique fixe sera petite, mais solide. Et le village a accepté un comité de femmes. Amarachi leva les yeux, surprise. Un comité de femmes? Mama Ifeoma a accepté ça? Damilola eut un sourire discret. Elle n'a pas accepté. Elle a été dépassée. Certaines femmes ont levé la main et ont dit qu'elles en avaient assez de se taire.
Quand une première ose, d'autres suivent. Amarachi resta silencieuse. Elle imagina ces femmes, debout sur la place, dans ce village où l'on baisse la tête depuis des générations. Et Shindu? Demanda-t-elle enfin, comme si le nom lui brûlait la bouche. Damilola posa le dossier sur ses genoux, prudent. Il se fait petit. Il fait semblant d'être fort. Mais il évite la place. Il évite les discussions. Et surtout, il sait qu'il est observé. Amarachi inspira lentement. Cette observation était une partie de la justice, mais pas toute. Elle se tourna vers la fenêtre, regarda la gosse bouger, indifférent. Je ne veux pas qu'il se contente d'avoir peur. Je veux qu'il change. Ou au moins, qu'il ne puisse plus faire ça à une autre femme. Damilola hocha la tête. Alors il faut plus que la peur. Il faut une limite. Une vraie limite. Pas une rumeur. Pas une humiliation. Une structure. Amarachi le regarda. Qu'est-ce que tu proposes? Damilola choisit ses mots. Une injonction officielle. Une procédure claire. Et un suivi. Pas pour le détruire. Pour le bloquer. Pour qu'il sache que s'il recommence, il tombe. Amarachi serra sa tasse. Mon père veut lui faire comprendre autrement. Damilola regarda le sol un instant, puis releva les yeux avec douceur. Ton père a raison de vouloir te protéger. Mais toi, tu veux une justice qui laisse ton cœur respirer. Ce sont deux choses différentes. Cette phrase la toucha plus qu'elle ne l'aurait cru. Parce qu'elle était vraie. Amarachi posa sa tasse. Tu parles comme quelqu'un qui a déjà vu la vengeance avaler des gens. Damilola eut un silence. Un vrai silence, pas celui de la gêne, mais celui d'une mémoire. J'ai vu des familles se déchirer pour moins que ça. Et j'ai vu des femmes survivre, puis se perdre dans la colère. Je ne veux pas que ça t'arrive. Amarachi sentit son ventre bouger doucement. Elle posa une main dessus, instinctivement, comme si son bébé approuvait. Alors fais-le, dit-elle simplement. Aide-moi à poser une limite propre. Une limite qui protège mon enfant. Damilola hocha la tête. Ce même jour, Chief Adewale Okonkwo arriva dans la chambre avec une énergie contrôlée, mais lourde. Il embrassa sa fille sur le front, caressa son ventre, puis demanda des nouvelles médicales. Ensuite, comme s'il déroulait un plan, il posa une question. Es-tu prête pour la dernière étape? Amarachi devina immédiatement ce qu'il voulait dire. Papa, je ne veux pas un spectacle. Les yeux de Chief Adewale se durcirent. Il t'a fait dormir dans un chenil. Il a humilié ton enfant avant sa naissance. Et tu me parles de spectacle? Amarachi inspira. Elle savait que son père aimait avec la puissance. Avec la force. Avec le contrôle. Elle répondit calmement. Je veux une limite officielle. Une injonction. Une séparation claire. Et je veux qu'on construise la clinique. Que les femmes du village aient un endroit où aller. Chief Adewale la fixa, surpris. Tu veux transformer ta douleur en projet. Amarachi hocha la tête. Oui. Je veux qu'on me respecte sans que je devienne une menace. Je veux qu'on me respecte parce que c'est juste. Chief Adewale resta silencieux. Puis il se tourna légèrement, vit Damilola près de la fenêtre, et comprit. C'est lui qui t'a parlé comme ça. Damilola ne bougea pas. Il salua simplement, respectueux. Chief Adewale observa l'homme. Il évaluait tout. La posture. Le regard. La manière d'occuper l'espace sans arrogance. Puis il revint vers sa fille. Très bien. Tu auras ta limite propre. Mais je te promets une chose. S'il dépasse cette limite, alors je ne serai plus élégant. Amarachi posa sa main sur celle de son père. D'accord. Les jours suivants, les choses avancèrent vite. Un avocat de la famille Okonkwo établit les documents. Des démarches furent lancées pour officialiser la séparation, protéger Amarachi, cadrer les contacts. Rien n'était laissé au hasard. Chaque ligne était une barrière. Et pendant que la gosse travaillait en silence, Odogbolu commençait à changer au grand jour. La première fois que la clinique mobile arriva dans le village, ce fut comme une fête étrange. Une camionnette blanche, propre, avec le logo de la fondation, se gara près de la place. Des femmes sortirent, en blouse, souriantes. Elles installèrent une petite tente, des chaises, un coin d'examen discret. Les femmes enceintes vinrent d'abord timidement, puis en groupe. On entendit des rires gênés, puis des soupirs de soulagement.
On prit des tensions. On donna des vitamines. On parla d'alimentation, de danger, de repos. On parla aussi de respect. Et ce jour-là, pour la première fois, une jeune femme osa dire à voix haute, devant d'autres femmes, que son mari l'insultait chaque nuit. La sage-femme répondit calmement qu'elle n'était pas seule. Que la violence n'était pas un destin. Que l'on pouvait demander de l'aide. Mama Ifeoma regardait tout ça depuis sa porte, les lèvres serrées. Elle sentait que le village lui échappait, et ça la rendait folle. Shindu, lui, n'osa pas s'approcher. Il regarda de loin, comme un homme qui voit la marée monter et qui comprend qu'il ne sait pas nager. Quelques semaines plus tard, Amarashi était assez stable pour sortir de l'hôpital. Son père insista pour qu'elle s'installe dans une résidence sécurisée, proche de l'hôpital, avec une équipe médicale prête. Amarashi accepta, mais elle posa une condition. « Je veux aller à Odogbolu. » Le silence dans la pièce fut immédiat. Chief Adewale se tourna vers elle, stupéfait. « Tu veux retourner là-bas ?» Amarashi acquiesça. Pas pour vivre là-bas. Pas pour supplier. Pas pour affronter Shindu dans sa cour. Je veux y aller pour l'inauguration. Je veux être présente quand la clinique ouvrira. Je veux regarder ces femmes et leur dire qu'elles comptent. Chief Adewale serra la mâchoire. C'est dangereux. Amarashi répondit sans trembler. Non. Ce qui était dangereux, c'était d'être seule dans le chenil. Là, je ne serai pas seule. Damilola soutint son regard. On peut sécuriser. Et ce sera puissant, symboliquement. Mais seulement si elle se sent prête. Amarashi posa une main sur son ventre. Je suis prête. Le jour de l'inauguration, le village d'Odogbolu fut méconnaissable. Des banderoles simples. Une petite scène. Des chaises alignées. Et surtout, un bâtiment propre, modeste, mais solide, construit près de la place, la clinique maternité, avec une salle de consultation, une salle d'attente, une petite salle de repos. Les gens se rassemblèrent tôt. On chuchotait. On spéculait. On disait qu'un grand homme de Lagos allait venir. On disait qu'une femme importante serait là. On disait des bêtises, comme toujours. Quand les SUV noirs entrèrent dans le village, le silence tomba. Les véhicules s'arrêtèrent lentement. Des gardes descendirent d'abord, scannant l'espace. Puis des hommes en costume. Et enfin, Amarashi sortit. Elle portait une robe longue, simple, élégante, adaptée à sa grossesse. Ses cheveux étaient coiffés avec soin. Son visage était calme. Elle ne cherchait pas à impressionner. Elle cherchait à être vraie. Damilola sortit juste derrière elle, et instinctivement, il se plaça à une distance respectueuse, ni trop loin, ni trop près. Une présence qui protège sans enfermer. Les regards se collèrent à Amarashi comme des mains invisibles. Certaines femmes baissèrent les yeux par habitude. D'autres la fixèrent, fascinées. Quelques-unes, celles qui avaient entendu la phrase « chenil » au micro, la regardèrent avec une forme de honte. Pas une honte pour elle. Une honte pour elle-même. Pour avoir ri. Pour avoir ignoré. Pour avoir laissé faire. Shindu était là, derrière un groupe d'hommes, près d'un arbre. Il avait mis une chemise blanche, comme pour paraître respectable. Son visage était fermé, mais ses yeux étaient instables. Il la regardait comme on regarde une tempête qu'on a provoquée en pensant qu'il ne s'agissait que d'un nuage. Mama Ifeoma, elle, était au premier rang, droite comme une lance, prête à se défendre comme si elle partait à la guerre. Le chef du village prit la parole. Il remercia la fondation, parla de santé, de progrès. Les discours passèrent. Puis, le micro fut tendu à Amarashi. Le village retint son souffle. Amarashi s'avança lentement. Elle posa une main sur son ventre, et son regard balaya la foule. Elle vit des filles adolescentes. Des femmes enceintes. Des vieilles. Des hommes. Des enfants. Elle vit le chenil au loin, derrière la maison de Shindu, comme une cicatrice qui n'avait pas encore disparu. Elle parla. Sa voix n'était pas forte. Mais elle était claire. Je suis venue ici il y a des mois en pensant que l'amour suffisait. Je suis venue ici en pensant qu'une femme peut se contenter de silence pour garder la paix. Elle marqua une pause. J'ai appris quelque chose. Le silence ne protège pas toujours. Parfois, le silence autorise. Un murmure passa dans la foule. Amarashi continua. Cette clinique n'est pas un cadeau pour un village. C'est une promesse pour les femmes. Une promesse que leur santé compte.
que leur dignité compte, que leur vie compte, même si elles n'ont pas d'argent, même si elles n'ont pas de nom connu. Elle regarda les femmes du premier rang. Personne ne mérite d'être humilié parce qu'il demande de l'aide. Personne ne mérite d'être traité comme un animal, surtout quand il porte la vie. Le mot « animal » fit frissonner la place. Mama Ifeoma se raidit. Shindu avala sa salive. Amarachi inspira. « Je ne suis pas ici pour accuser aujourd'hui. Je suis ici pour dire, ça s'arrête. » Elle posa sa main sur son ventre plus fermement. « Mon enfant naîtra dans la paix. Et je souhaite que les enfants de ce village naissent dans la paix aussi. Que vos filles grandissent en sachant qu'elles ont de la valeur. Que vos fils grandissent en sachant qu'ils n'ont pas besoin d'écraser pour être des hommes. » Elle baissa le micro un instant, regarda le ciel, puis revint à la foule. « Je vous remercie d'accueillir cette clinique. Et je vous demande de protéger les femmes. Pas parce qu'une fondation regarde. Pas parce que Lagos regarde. Mais parce que Dieu regarde. » Elle rendit le micro. Le silence qui suivit était différent de tous les silences. C'était un silence qui travaille. Un silence où les consciences bougent. Puis, une femme se leva. Une femme simple, enceinte, la main tremblante. « Merci. » Juste ce mot. D'autres femmes se levèrent, une à une, comme une vague lente. Elles n'applaudissaient pas pour une riche. Elles applaudirent pour une vérité. Shindu ne bougea pas. Il était figé. Il sentit une honte réelle, pas celle de l'argent, mais celle du regard des femmes. Pour la première fois, il comprit que sa puissance n'était qu'une lâcheté déguisée. Mama Ifeoma, incapable de supporter ça, se leva brusquement. « Tu viens ici pour nous apprendre la dignité ? Toi qui as menti sur ton nom ? Toi qui as trompé mon fils ?» La place se figea. Les murmures commencèrent. Amarachi se tourna vers elle, calmement. Elle ne sourit pas. Elle ne trembla pas. « Oui, j'ai caché mon nom. Parce que je voulais être aimée sans être convoitée. Mais une chose est sûre. Je n'ai jamais menti sur ma valeur. Ce sont les autres qui ont essayé de la piétiner. » Mama Ifeoma voulut répondre, mais Damilola s'avança légèrement, sans prendre le micro, juste assez pour que sa voix porte. « Madame, aujourd'hui n'est pas un tribunal. Aujourd'hui, c'est une inauguration. Si vous avez des questions juridiques, elles seront traitées au bon endroit, avec les papiers déjà déposés. » Le mot « papier » frappa comme un marteau. Mama Ifeoma regarda autour d'elle et comprit, à la façon dont les visages l'observaient, qu'elle n'avait plus la foule de son côté. Elle se rassit, furieuse, avalant sa rage comme un poison. Après la cérémonie, Amarachi visita la clinique. Elle salua les sages-femmes, parla avec des femmes enceintes, sourit à des enfants. Chaque sourire était une réparation. Quand elle sortit, Shindu l'attendait près du chemin, comme un homme qui hésite entre s'excuser et attaquer. Il était seul. Son orgueil ne lui avait pas permis de demander un soutien. « Amarachi » dit-il, la voix plus basse qu'avant. Amarachi s'arrêta à quelques mètres, pas plus près. Damilola resta en retrait, respectueux, mais attentif. Shindu avala sa salive. « Je ne savais pas. Je ne savais pas qui tu étais. Tu comprends ? Si j'avais su. » Amarachi ferma les yeux une seconde, comme si elle avait déjà entendu cette phrase 1000 fois. Elle les rouvrit. « Tu l'as déjà dit à Lagos. Et c'est exactement ça qui te condamne. » Shindu serra les poings. « Je veux voir mon enfant. » Amarachi répondit calmement. « Tu verras un tribunal. Tu verras un juge. Tu verras des documents. Et si un jour on estime que tu peux être un père, pas un maître, alors on parlera. » Shindu essaya de s'approcher. Damilola fit un pas discret, sans agressivité, juste une présence. Shindu s'arrêta. « Tu m'as humilié. Devant tout le monde. » Amarachi eut un léger sourire triste. « Non. Tu t'es humilié le jour où tu m'as pointé vers un chenil. Aujourd'hui, je t'ai juste laissé voir le miroir. » Shindu resta immobile, le visage rouge de honte. Amarachi ajouta, avec une voix plus douce. « Je te souhaite de changer. Pas pour moi. Pour toi. Parce que la vie est longue, Shindu. Et on ne peut pas marcher longtemps avec une cruauté sur le dos sans finir par tomber. » Elle se tourna et s'éloigna. Shindu resta là, seul, face au village, face au chenil, face à lui-même. Sur la route du retour vers Lagos, Amarachi sentit la fatigue l'envahir. Elle avait gagné quelque chose aujourd'hui,
mais elle avait aussi rouvert une vieille plaie. Dans le SUV, Damilola lui tendit une bouteille d'eau. « Tu as été forte. » Amarachi regarda le paysage défiler. « Je ne me sens pas forte. Je me sens vide. » Damilola hocha la tête. « C'est normal. Tu as porté beaucoup plus que ton bébé. Tu as porté une honte qui n'était pas à toi. Et aujourd'hui, tu l'as déposée. Ça laisse un vide. Mais ce vide va se remplir. Avec du vrai. » Amarachi le regarda, surprise par la justesse de ses mots. « Et si je n'arrive plus à aimer ?» demanda-t-elle, sans préparer la question, comme si elle sortait malgré elle. Damilola ne répondit pas vite. Il respecta la gravité de la phrase. « Alors tu commenceras par te laisser aimer. Pas par un homme. Par la paix. Par ta propre dignité. Et un jour, si ton cœur le veut, par quelqu'un qui ne cherchera pas à te posséder. » Amarachi détourna le regard, mais une chaleur discrète s'alluma en elle. Ce n'était pas une romance forcée. C'était une possibilité, lente, sûre. Les semaines passèrent. Amarachi se concentra sur sa grossesse, sur sa santé, sur le programme de la fondation. Elle ne donnait pas d'interview. Elle ne cherchait pas la gloire. Elle travaillait, discrètement, pour que la clinique tienne, pour que les sages-femmes soient payées, pour que le comité de femmes soit soutenu. Damilola était partout dans ce travail. Il organisait, réglait, écoutait. Il venait parfois boire un thé avec Amarachi, sans pression. Parfois, il parlait de choses simples, des souvenirs d'enfance, des livres, des goûts, des musiques. Amarachi redécouvrait ce que cela fait d'être une personne, pas une victime, pas une héritière. Et un matin, le travail fut interrompu par la réalité la plus forte, les contractions. Tout alla vite. L'hôpital. Les médecins. Les respirations. La douleur, intense mais guidée. Chief Adewale, inquiet, essayant de rester solide. Et Damilola, présent dans le couloir, pas comme un héros de film, mais comme une présence stable, rassurante. Amarachi accoucha d'une petite fille. Une fille. Quand le bébé cria pour la première fois, Amarachi sentit quelque chose se briser et se reconstruire en même temps. Elle pleura, pas de peur, pas de honte. Elle pleura parce que la vie avait gagné. Chief Adewale entra, regarda sa petite fille, et son visage dur fondit. « Elle est parfaite. » murmura-t-il. Amarachi sourit faiblement. « Je l'ai appelée Ireolua. La bonté de Dieu. » Chief Adewale hocha la tête, la gorge serrée. « Bienvenue, Ireolua. Tu ne connaîtras pas la boue. » Dans les jours qui suivirent, Amarachi se reposa. Le bébé dormait contre elle. La chambre était calme. Pour la première fois depuis longtemps, la paix n'était pas une idée. C'était un endroit. Un soir, Damilola vint avec une enveloppe. C'est le rapport final sur Shindu. Amarachi sentit son cœur se serrer, puis se calma. Elle prit l'enveloppe, la posa sur la table sans l'ouvrir. « Je ne veux pas que ma fille grandisse en entendant son nom chaque jour. » Damilola hocha la tête. « Alors ne l'ouvre pas. Le tribunal suivra son cours. Et toi, tu vivras. » Amarachi le regarda. « Tu sais, je pensais que la vengeance allait me remplir. Mais c'est ma fille qui m'a rempli. » Damilola sourit doucement. La vengeance ferme une porte. L'amour ouvre une maison. Amarachi resta silencieuse un moment. Puis elle demanda, simplement. « Pourquoi tu es encore là, Damilola ? Tu pourrais faire ce travail sans t'attacher à moi. » Damilola baissa les yeux, puis les releva, honnête. « Parce que je te respecte. Parce que je t'admire. Et parce que, quand je te vois tenir, je me dis que le monde peut être moins cruel. » Amarachi sentit une chaleur monter. Elle ne répondit pas tout de suite. Elle regarda sa fille endormie, puis regarda Damilola. « Je n'ai pas besoin d'un sauveur. » Damilola hocha la tête. « Je sais. » Amarachi inspira. « Mais peut-être que je peux apprendre à ne plus être seule. » Damilola sourit, sans triomphe. « Je peux marcher à côté de toi. C'est tout. » Les mois passèrent encore. La clinique d'Odogbolu fonctionnait. Les consultations augmentaient. Les femmes parlaient plus. Certaines quittèrent des maisons dangereuses. D'autres imposèrent des limites. Le village changeait, lentement, mais réellement. Shindu, lui, tenta d'abord de résister. Puis, quand il comprit que les papiers étaient solides, que les gardes étaient réels,
que la fondation n'était pas une rumeur, il s'effondra intérieurement. Il chercha à blâmer, à se justifier. Puis un jour, il se retrouva seul dans sa cour, face au chenil, sans public, sans rire. Et ce jour-là, il fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait. Il pleura. Pas parce qu'il avait perdu l'argent. Parce qu'il avait compris qu'il avait perdu quelque chose de plus précieux, le respect de lui-même. Il vendit une partie de ses terres. Il quitta le village quelque temps. Il suivit une formation dans une entreprise de transport à Abeokuta. Il n'était pas devenu un saint. Mais il avait été brisé assez pour arrêter de jouer au roi. Et le monde, lui, avait avancé. 1 an après la naissance d'Ireoluwa, Amarashi se tenait devant le bâtiment de la fondation à Lagos, avec sa fille dans les bras. Une cérémonie simple avait été organisée. Pas pour elle. Pour les sages-femmes. Pour les femmes du comité. Pour le projet. Chief Adewale, assis au premier rang, regardait sa fille comme si elle était enfin revenue de très loin. Damilola était là, à côté d'Amarashi. Pas devant. Pas derrière. À côté. Quand la cérémonie se termina, Amarashi prit le micro une dernière fois. Elle regarda la foule, puis regarda sa fille. Il y a 1 an, j'avais peur de ne plus être capable d'aimer. Aujourd'hui, je sais que l'amour peut survivre à la boue. Mais seulement si on le protège. Elle sourit. Et je promets que nous continuerons. Pour que chaque femme enceinte ait un endroit sûr. Pour que chaque fille sache qu'elle vaut plus que la peur. Les applaudissements montèrent. Après, alors que la foule se dispersait, Damilola se tourna vers Amarashi. « J'aimerais te demander quelque chose. » Amarashi le regarda, curieuse. Damilola sortit une petite boîte. Pas énorme. Pas ostentatoire. Simple. Il l'ouvrit. À l'intérieur, une bague fine, élégante, sans extravagance. Amarashi leva les yeux, surprise. Damilola parla doucement, avec une sincérité calme. « Je ne te demande pas d'oublier ton passé. Je te demande de construire un futur. Avec moi. À ton rythme. Sans cage. Sans peur. » Amarashi sentit ses yeux s'humidifier. Elle regarda sa fille, puis regarda Damilola. « Je ne veux plus jamais dormir dans un chenil. » Damilola sourit, émue. « Jamais. » Amarashi posa sa main libre sur la boîte, puis hocha la tête. « Alors oui. » Damilola ne cria pas. Il ne sauta pas. Il inspira simplement, comme un homme qui remercie la vie. Chief Adewale, en voyant la scène, se leva. Il observa Damilola longuement. Puis il s'approcha, posa une main sur son épaule. « Si tu lui fais du mal. » Damilola répondit sans trembler. « Je ne suis pas venu pour la briser. Je suis venu pour la protéger avec elle. » Chief Adewale hocha la tête, satisfait. Amarashi regarda la gosse. La ville brillait. Mais elle n'avait plus peur de ces lumières. Elle avait compris qu'on peut être riche sans être cruel. Qu'on peut être puissant sans être violent. Qu'on peut être aimé sans être possédé. Et dans ses bras, Ireoluwa sourit, comme si elle sentait que le monde venait de devenir un peu plus doux.